Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais répondre à la question de ce matin pour ne pas faire durer le suspense et aussi parce que j'ai pas reçu beaucoup de réponses là-dessus. Je pense que c'était plutôt technique. J'ai quand même eu droit à deux bonnes réponses que je partagerai par la suite. Alors, il est tout à fait possible de trouver des frais de débit sur votre compte bancaire malgré le fait que le compte était créditeur pendant toute la période, surtout à la fin de chaque trimestre. Alors si vous prenez votre relevé bancaire, vous allez remarquer qu'il y a deux dates. Donc il y a la date d'opération et la date de valeur. Vous allez noter qu'il y a certainement un décalage entre les deux dates d'une journée ou des fois plusieurs jours. Alors, je vous explique le principe. La date d'opération, c'est le jour où vous avez effectué votre transaction, un versement ou un retrait par exemple. Et la date de valeur, c'est la date prise en compte par la banque, qui n'est pas forcément la date d'opération. Au Maroc, les versements sont comptabilisés, donc pour les banques marocaines, elles sont comptabilisées à J+1 et les retraits à J-1. Si par exemple vous effectuez un versement, supposons aujourd'hui, le 21 janvier, pour la banque, il ne sera comptabilisé que demain, le 22. Alors J+1. Et si par exemple vous faites un retrait aujourd'hui, le 21, pour la banque, vous l'avez fait hier. Alors dans votre relevé bancaire, vous allez trouver la date d'opération qui est le 21, mais vous allez trouver deux dates de valeur différentes. Pour les versements, c'est le 22 et pour le retrait, c'est hier. Alors c'est pour ça que des fois, même si on a le compte créditeur pendant toute la période, il se peut qu'on ait des frais de débit. Parce que si par exemple supposons j'ai 10 000 dirhams sur mon compte aujourd'hui, 10 000 dirhams, et je fais un versement de... Excusez, c'était mon fils. Alors, je disais que si, par exemple, j'ai 10 000 dirhams sur mon compte et qu'aujourd'hui, je fais un versement de 15 000 dirhams. Normalement, je devrais avoir 25 000. On récapitule, on est le 21 janvier, je pars à la banque, je fais un versement de 15 000 dirhams et j'avais déjà 10 000 dirhams. Je reviens l'après-midi, j'ai un imprévu et je veux retirer par exemple 20 000 dirhams. Ce qui est évident, c'est que mon compte il est créditeur, il est à 25 000 dirhams. Si je fais un retrait de 20 000 dirhams, il restera créditeur de 5 000 dirhams. Ça, c'est la date d'opération. Si on raisonne date d'opération, ce qui est tout à fait normal. Alors pour la comptabilité de la banque, c'est autre chose. Quand à la fin du trimestre, la banque fait l'arrêté des comptes et dans la comptabilité, ils opèrent par date de valeur. Alors quand j'ai fait le versement le 21 janvier de 15 000 dirhams, il n'a été comptabilisé effectivement que le 22, J+1. Et quand je suis revenu faire le retrait de 20 000 dirhams, pour la comptabilité de la banque, ça a été effectué le 20, J-1. Alors, je ne sais pas si vous me suivez toujours. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette série de rendez-vous banque, aujourd'hui, je vais vous parler du chéquier, tout ce que vous devez savoir sur le chéquier. Enfin, j'ai essayé de rassembler quelques points qui me semblent importants à connaître. Premier point, il faut savoir que le chèque est un moyen de paiement à vue et non pas de crédit, même s'il est postdaté. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'avais énormément de cas de clients qui étaient surpris quand je les appelais pour leur dire qu'il y a un chèque et qu'il n'y a pas de provision. La réponse que je recevais, c'est que ce n'était pas prévu, c'est pas ce qu'ils avaient convenu. Alors, il faut savoir que vous êtes responsable de chaque chèque émis et censé assurer la provision pour éviter tout éventuel incident. Deuxième point, quels sont les risques
Alors, si la qadrallah, il y a un incident de paiement, et ceci quel que soit le montant, donc même si c'est un incident de 100 dirhams, c'est la même chose qui s'applique. Alors, suite à une insuffisance de fonds, on est tenu à payer une amende à la perception, une amende fiscale, qui est de 5% du montant du chèque pour le premier incident, 10% du montant du chèque pour le deuxième incident et 20% du montant du chèque à partir du troisième incident. Et là, ça implique une autre procédure pour essayer d'effacer l'incident. Il faut d'abord partir à la banque, demander ce qu'on appelle la lettre d'injonction, et puis partir pour payer la perception. Et enfin, revenir avec le quitus de paiement à la banque pour qu'elle entame la procédure afin d'enlever cet incident. Ce qui est pire, c'est que la qaddarallah, en cas de poursuite, il y a même un risque pénal. Donc ça, c'est entre parenthèses et en croisant les doigts aussi. Alors, il y a un autre point qui est important à savoir, c'est que en cas de perte de chèque ou de chéquier, du carnet, il faut absolument, absolument faire une opposition pour éviter toute utilisation malsaine ou malveillante, parce que on reste seul responsable. C'est comme la carte d'identité nationale. Alors, il y a un troisième point, c'est différencier entre les différents types de chèques. Il y a les chèques normaux, donc on émet de personne physique à personne physique, sans signe particulier. Il y a un autre type de chèque. Si vous voulez plus de traçabilité, vous pouvez barrer votre chèque en haut à gauche en mettant deux barres. Ce chèque-là ne sera pas encaissé par un particulier directement. Il passe de compte à banque, c'est-à-dire que le bénéficiaire doit avoir un compte bancaire et la transaction passe de compte à compte. Il y a ce qu'on appelle aussi le chèque barré non endossable. Alors sous les barres, vous pouvez trouver la notion NE, c'est non endossable, c'est-à-dire que c'est un chèque qui ne va pas passer par intermédiaire et qui passe aussi de compte à compte. Il y a également pour les transactions commerciales, des fois il y a des gens qui demandent des chèques certifiés par la banque. Alors certifié veut dire tout simplement un chèque qui garantit la provision et ceci est un service payant de la banque. Vous pouvez partir avec votre chéquier, émettre le chèque et le donner à la banque. Elle va vous le cacheter en bloquant le montant du chèque, donc la provision, jusqu'à présentation du chèque. Alors, voilà, donc généralement c'est ça. Il y a aussi un autre point que je voulais aborder, c'est les chèques de garantie. Alors, les chèques de garantie, il faut savoir qu'il n'y a aucune loi au Maroc qui prévoit ça. Ces pratiques-là, on les voit généralement dans les agences de location de voitures ou des cliniques. Alors, il faut savoir aussi que là, vous êtes le seul responsable de la provision. Normalement, c'est interdit. Bon, et personnellement, ma petite expérience personnelle, ça c'est pas un exemple à suivre, mais moi, après tous les cas que j'ai vus et dont j'étais témoin à la banque, je n'ai pris dans ma vie qu'un seul carnet de chèques que j'ai restitué par la suite. Après 5 utilisations ou 4, en fait, je l'avais demandé juste pendant que je payais mon école. Et depuis maintenant presque 10 ans, je n'utilise pas de chéquier, alhamdoulilah. Donc toutes mes transactions. Alors je disais que pour la majorité de mes transactions, c'est soit un virement de compte à compte, soit un paiement par carte ou en espèces. Des fois, j'essaie d'éviter au maximum les achats quand je n'ai pas la capacité de le faire. N'hésitez pas à m'écrire en message privé. J'essaierai de répondre dans la journée ou sinon le lendemain. Je vous dis excellente journée, à très bientôt, Inch'Allah. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette série de rendez-vous banque, aujourd'hui je vais vous parler du compte sur carnet. Je vais essayer de lister quelques informations utiles que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas.
Alors, premier point, sachez que le compte sur carnet est un compte d'épargne offert par Banque El Maghrib. Il est disponible chez toutes les banques au Maroc. C'est un compte rémunéré. La rémunération varie entre 1,8 et 2%. Les taux, ils sont indexés sur les bons du Trésor. Alors, deuxième point, c'est un compte libre, c'est-à-dire que vous pouvez disposer de votre argent à n'importe quel moment. Ce n'est pas un compte bloqué. Troisième point, c'est un compte plafonné. Le plafond actuel est de 400 000 dirhams. Quatrième point, c'est un compte que vous pouvez ouvrir même pour les mineurs. Je voudrais juste souligner que si vous êtes une maman et que vous ouvrez un compte pour un enfant, légalement au Maroc, le papa, en tant que tuteur légal, il a le dépôt. La souscription aux produits. Sixième point, le compte sur carnet n'est pas la seule option de virement et intercompte entre vos comptes personnels. Voilà mon avis, mon avis personnel à la fin. Moi, j'adore en fait le compte sur carnet. Je le conseillais à tout le monde quand j'étais dans la banque. Et j'ai une petite préférence. Si je devais comparer entre Darts et le compte sur carnet, je préfère de loin le compte sur carnet. Et d'ailleurs, je le disais à tout le monde, c'est plus sécurisé, c'est votre compte personnel. Au lieu de faire Dart, je préfère faire un virement permanent vers mon... Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé pour les stories, mais pas mal de séquences ont été coupées et n'ont pas pu être téléchargées. Donc, je reviens rapidement sur quelques points. Alors, je disais pour l'ouverture du compte sur carnet d'un mineur, par l'ouverture d'un compte sur carnet d'un mineur par une maman, légalement au Maroc, le tuteur légal, c'est le papa. Donc, en cas de litige la qadrallah, il a le droit d'accéder au compte et à l'argent du compte. Ça n'arrive pas souvent, j'ai pas vu beaucoup de cas, mais la liberté du compte sur carnet, c'est-à-dire que si vous souscrivez au compte sur carnet, vous n'êtes pas obligé de prendre des produits dessus, comme la carte et l'assurance, ça reste optionnel. Donc vous avez l'option de choisir de faire des produits. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans notre rendez-vous banque, la fameuse question, quelle banque choisir? Je trouve que c'est une question assez légitime à se poser, car tout le monde cherche à bénéficier des meilleures offres et services, et ceci dans n'importe quel domaine. Alors laissez-moi vous dire une chose. C'est une question parmi les questions auxquelles il n'y a pas forcément une seule bonne réponse. Actuellement, le Maroc compte une dizaine de banques dans le marché. Si je peux me permettre, vu que j'ai effectué plusieurs études en benchmarking là-dessus, elles se valent presque toutes. Il n'y a pas vraiment une banque idéale, car chacun de nous a des besoins et des attentes spécifiques. Il y en a par exemple qui cherchent la banque la moins chère pour les produits, d'autres qui cherchent plutôt une panoplie d'offres et des meilleurs services, d'autres qui cherchent la disponibilité des conseillers en agence, d'autres qui cherchent peut-être l'accessibilité à des applications ou des services à distance, etc. Alors, la question comment choisir ma banque dépend de plusieurs critères. Et à mon sens, parmi les critères les plus importants, on a premièrement la proximité. Optez pour une agence ou une banque qui est à proximité soit de votre lieu de travail, soit de votre domicile. Ça facilite énormément de choses, surtout si vous avez plusieurs opérations bancaires à traiter au courant du mois. Ou, deuxième critère, facilité et rapidité des transactions. Soit par rapport à votre employeur si vous êtes salarié ou par rapport à vos fournisseurs ou clients. Sachez que si votre employeur n'a pas la même banque que vous, vous n'allez pas recevoir votre salaire le même jour du traitement. Donc, vous allez devoir attendre 3 jours à peu près. Même chose pour les transactions de virement entre clients et entre fournisseurs et tout. Et aussi, pour les gens, les Marocains à l'étranger, l'existence de la banque à l'international. Toutes les banques ici ne sont pas présentes en Europe ou en Amérique. Donc, optez pour la banque qui vous facilitera la tâche, soit par rapport à vos virements au niveau national ou international.
Et troisième critère, la nature de votre besoin. Alors, choisissez votre banque par rapport à l'offre qu'elle propose, par rapport à votre besoin. Est-ce que vous avez besoin d'un crédit ou vous avez uniquement besoin d'un compte bancaire pour les opérations courantes telles que les virements, la réception de salaire, versement et tout. Alors si c'est le crédit qui vous intéresse, n'hésitez pas à comparer les offres complètes, et je souligne complètes, à savoir le taux fixe ou variable, frais de dossier, les frais de la main levée, frais de rachat partiel ou total, les délais de traitement, les frais de tout avenant futur. Si vous voulez effectuer un changement dans votre contrat ou tout, ou autre, ça implique des frais. Donc, essayez d'avoir une offre complète et pas uniquement parce que la majorité des gens comparent les taux alors que c'est pas ça l'essentiel. Il faut comparer l'offre complète. Si ce sont des opérations courantes qui vous intéressent, comparez aussi les frais de PAC, les cartes unitaires, les frais de virement, les frais de retrait déplacés, etc. Alors pour résumer, pour ce qui est des services, si j'ai un conseil à donner, et d'après ma modeste expérience, si vous êtes particulier, optez pour les agences moyennes ou petites et évitez les grandes agences vu le flux énorme d'opérations et de clients qui reçoivent chaque jour. Et aussi, un autre point important, actuellement, la majorité des banques proposent des services gratuits pour les personnes qui ont moins de 30 ans. Prenez ce point-là en considération et demandez avant d'ouvrir le compte si vous avez des services gratuits desquels vous pouvez bénéficier. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de m'envoyer vos questions en inbox. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est mardi, notre rendez-vous banque de la semaine. On va parler découvert. Donc pour faire suite au fichier de suivi découvert, aujourd'hui je vais vous parler brièvement de ce que c'est que le découvert, combien coûte le découvert et quelques informations qui peuvent être utiles. Alors sachez que le découvert est une forme de crédit qu'on appelle dans le jargon bancaire autorisation ou facilité de caisse, que la banque accorde à un client pour une durée déterminée. Alors, une fois le client a son autorisation, il peut mettre son compte chèque en situation débitrice en cas de besoin, en cas s'il a des chèques inattendus ou une situation d'urgence, c'est au cas par cas. Et généralement, le maximum, c'est 100% du salaire ou de la moyenne des revenus, moins les charges. Si par exemple, vous avez des crédits, le calcul est simple. Donc, on prend votre salaire ou la moyenne de votre revenu et on en déduit les dettes, les crédits que vous avez. Et le reliquat, c'est le maximum que vous pouvez avoir en tant qu'autorisation de découvert. Alors, une fois vous avez le découvert, il faut savoir que le découvert n'est pas gratuit. Comme tout crédit, il a un taux. Et au Maroc, c'est généralement le taux le plus cher du marché puisqu'il s'agit d'un crédit qui est occasionnel. Ça dépend de votre utilisation du débit. Il peut atteindre jusqu'à 14%, ça dépend de la banque. Il y a aussi des frais de dossier qui sont annuels et ça dépend aussi de chaque banque. Et comme tout autre crédit, il y a une assurance obligatoire qu'il faut souscrire. Et entre parenthèses, pour les assurances, sachez les contrats ils sont renouvelables par tacite reconduction, c'est-à-dire que renouvelables automatiquement. Alors, si vous avez un crédit échu, c'est-à-dire que vous l'avez terminé ou racheté, tâchez à résilier votre contrat d'assurance aussi. Parce que j'ai vu des cas où le crédit est terminé et l'assurance continue à se prélever. C'est aussi le cas pour toutes les assurances en fait. Donc, toutes les assurances sont renouvelables par tacite reconduction. Si
si vous pouvez noter les dates. Alors je disais que si vous pouvez noter les dates de souscription de vos assurances quelque part pour vous rappeler du renouvellement, ou si par exemple il s'agit d'une assurance que vous souscrivez juste de manière temporaire, comme les assurances de voyage, ça vous donnera une idée sur la date de résiliation, parce que il faut savoir que pour résilier les assurances, il faut faire 2 mois avant la date d'anniversaire, pour que la banque puisse envoyer les fichiers à l'assurance avec laquelle elle travaille. Voilà, donc généralement pour le découvert, c'est ça. Alors je voulais aussi partager avec vous ce que j'avais partagé avec les personnes qui avaient demandé le fichier du suivi. Si vous avez une autorisation de découvert et que vous sentez que vous avez un petit peu dépassé vos limites, vous avez surconsommé votre découvert, vous êtes toujours en situation rouge, toujours débiteur, et que vous voulez un petit peu réduire le montant, il y a deux options possibles. Soit forcer la situation en demandant à la banque de réduire le montant du découvert, et dans ce cas, il faut se déplacer à l'agence et faire une demande de modification du contrat, ou y aller petit à petit, mais avec une grande volonté. Donc, on trace un petit plan d'action, un petit suivi par mois. C'est sûr que vous n'allez pas pouvoir tout régulariser en un mois. Donc, faites-le petit à petit pour que ça ne devienne pas stressant. Et rappelez-vous toujours pourquoi vous avez demandé votre découvert la première fois. Parce que, d'après mon expérience en tant que banquière, dans la majorité des cas que j'avais vus, au départ, c'était juste pour faire face à des imprévus, donc des chèques, une situation d'urgence, un besoin de liquidité urgent. Mais dans la majorité de cas, ça devient un acquis, ça devient une habitude. Et on commence à puiser petit à petit. Et c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé à moi aussi, donc quand j'avais le découvert. Et puis sans s'en rendre compte, on se retrouve dans la ligne rouge. Euh, mais bon, entre parenthèses, on est autorisé. Mais finalement, on se retrouve avec le même salaire, si ce n'est moins. Donc si on déduit les frais de débit, les frais de dossier, l'assurance, et on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Et il faut aussi faire attention à la durée du contrat de découvert, parce que généralement c'est une année. Et il se peut que le découvert ne se renouvelle pas automatiquement, soit parce que le gestionnaire n'est pas là, ou soit parce que ça a coïncidé avec un jour férié ou un week-end, et que vous n'arriviez plus à retirer. Ça, c'est la pire des situations qui peut arriver, mais il faut tenir ça en considération. Donc, pour ne pas dramatiser, je veux juste attirer votre attention. Donc, essayez d'être raisonnable avec le découvert, parce que franchement, personnellement, je trouve que s'il n'est pas très très bien géré, ça peut devenir un piège. Le découvert est très utile, mais ce n'est jamais de l'argent acquis.